Salut à tous, merci de nous retrouver ce soir sur Nura TV. Salut Fabrice, un grand merci à toi d'être parmi nous. Salut Guillaume, ça va? Ben, ça va très bien, je te remercie. Ce soir, on va découvrir un beau cadeau que tu nous fais, puisque c'est une interview avec des protagonistes de l'ufologie nord-américaine, et pas n'importe lesquels, on va les découvrir. Une interview que j'aurais jamais pu mener vu mon piètre niveau d'anglais. Toi, tu as ce double avantage d'avoir une culture ufologique immense et cette maîtrise de la langue anglaise qui permettent de nous faire encore une fois ce merveilleux cadeau sur Nura TV pour les Nuréens, cette diffusion d'une interview avec les 3 auteurs d'un livre qui a marqué l'année 2025 pour le monde de l'ufologie. Ouais, absolument. Ce livre que je tiens ici entre mes mains, Skinwalker at the Pentagon en anglais, mais Skinwalker au Pentagone en français, qui est paru récemment. Et puis les trois auteurs du livre, donc on parle de James Lacatski, Colm Keller et George Knapp, avaient à cœur de faire connaître leur livre au public francophone. Donc, ça a été pour moi l'opportunité de les interviewer et de mieux comprendre ce qu'ils ont fait et leur contribution absolument unique à l'ufologie, puisqu'ils ont, je dirais, pendant plusieurs années, mené un programme pour le compte de la DIA, la Defense Intelligence Agency, avec comme partenaire Bigelow Aerospace Advanced Space Studies. Et ils ont, je dirais, durant plusieurs années, mené le plus grand projet d'études sur les ovnis de l'histoire. On peut le dire vraiment sous ce programme qui s'appelle l'OSAP. Alors l'OSAP, c'est l'Advanced, il faut que je m'y retrouve, mais c'est l'Advanced Aerospace Weapon System Application Program. Voilà. Donc un programme qui, alors le nom ne le dit pas, le nom parle de menaces, mais il ne s'agit pas d'étudier des menaces exotiques, il s'agissait surtout d'étudier le phénomène OVNI et tous les phénomènes paranormaux qui y sont associés, notamment au Skinwalker Ranch. Oui, parce qu'on va le découvrir. Alors, dans cette interview, vous allez vraiment voir, ça envoie du lourd, si je puis me permettre. Et on s'intéresse aux ovnis, mais quand on s'intéresse au Skinwalker Ranch, il y a tout un panel de phénomènes inexpliqués qui viennent s'associer à ce phénomène ovni. Et la manière dont les 3 protagonistes nous en parlent, vraiment, moi j'ai découvert cette interview quand tu nous l'as proposée et je me suis dit, waouh, il faut absolument que les Nuréens découvrent ça. C'est vraiment du très lourd. Ce livre, donc Skinwalker au Pentagone, la version française, elle est sortie en 2025 aux éditions Flying Disc France. Donc le livre est disponible pour les francophones depuis cette année. On va s'attarder quelques instants sur les 3 protagonistes. Donc James Lacatski, Colm Kelleher et George Knapp. James Lacatski, pardon, qui est-ce concrètement? Est-ce que tu peux brièvement nous présenter le personnage? Oui, alors c'est un haut responsable de la Defense Intelligence Agency. Il a dirigé plusieurs programmes de recherche et c'est lui qui est le véritable fondateur en fait, du programme OSAP. Et c'est lui qui a aussi convaincu le sénateur Harry Reid de financer à hauteur de 22 millions de dollars le programme de recherche sur les ovnis. Et ils se sont intéressés, comme je le disais un petit peu avant, en particulier sur les effets biologiques du phénomène ovni, donc vraiment des effets très concrets, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur les organismes, que ce soit les humains ou des animaux. Et là, je pense au phénomène des mutilations animales. Lakatsky, en fait, il est connu pour être quelqu'un de très discret. On a beaucoup vu Lou Elizondo, que j'ai pu aussi interviewer, hein. C'est vraiment un scientifique de l'ombre. C'est quelqu'un qui a dirigé des programmes de très haut niveau, en particulier sur les fusées. On dit que c'est un rocket scientist. Et c'est aussi l'un des premiers, ou voire le premier fonctionnaire du Pentagone à s'être rendu sur le ranch de l'Utah, où il a pu lui-même expérimenter des phénomènes liés à l'ufologie ou au paranormal. Mm. Donc Alors, comme c'est tu un dis, acteur vraiment très important. et un acteur relativement discret, d'où l'importance de l'avoir dans cet entretien. Et là encore, il nous sort des informations qui sont vraiment, vraiment pertinentes. Un deuxième qui occupe une bonne partie de cet entretien, qui est Ouais. très, très loquace et qui est passionnant, c'est Colm Kelleher. Là aussi, on a affaire à un scientifique. Oui, alors lui, c'est un biologiste, il est irlandais, il étudie en Irlande d'ailleurs, il a un doctorat en biologie cellulaire de l'université de Dublin. Lui, il s'est spécialisé dans la recherche biomédicale
C'est un spécialiste de la neurodégénérescence et des maladies de prion en particulier. Et il a fonctionné dans le programme OSAP comme le directeur adjoint scientifique du programme sous la supervision de Lakatsky. Voilà. Et donc, il était particulièrement actif sur les effets biologiques du phénomène. Il s'est intéressé notamment à à l'effet hitchhiker, on en a Oui, déjà l'effet de discuté lors des l'autostoppeur. émissions. Ouais, c'est ça. Et, et vous Donc, a- il a mené. Oui, et ça sera excuse-moi. abordé à nouveau dans l'interview que vous Ouais, allez découvrir dans quelques instants. C'est un tout à fait. Ouais. phénomène qui est abordé et là aussi, c'est vraiment fascinant. Hitchhiker Effect. Ils se sont aussi rendus au Brésil, à Colares, où il y a eu ces cas de brûlure sur des témoins. Bien sûr, le Skinwalker Ranch, on sait qu'il y a eu des effets sur les témoins, notamment neurologiques et aussi de perception. Donc, il s'est intéressé à tous ces éléments-là. Enquêteur de terrain, quelqu'un de très, très loquace et de très intéressant. Oui. Oui, en effet. Et puis un troisième invité, troisième protagoniste, est-il besoin de le présenter? Mais on va le faire quand même. Georges Knapp, euh, une sommité dans le monde de l'information ufologique. Oui, Georges Knapp, c'est une légende. Ça fait, ça fait plus de 40 ans, voire 50 ans qu'il s'intéresse au sujet des ovnis. Il est connu pour avoir fait connaître Bob Lazar, hein, la zone 51. Je regardais encore l'autre jour en interview qu'il avait fait il y a une quarantaine d'années avec John Lear. Euh, oui, il est très, très actif. On l'a vu dernièrement, il y a 2 mois, au Sénat. Hein, il a témoigné sous serment. Il a témoigné sur le fait qu'il avait été en ex-URSS, hein, c'était lors de l'effondrement du mur de Berlin. Il est allé essayer de récupérer des rapports scientifiques des Russes sur les ovnis et il l'a fait. Il a en fait il a utilisé des rapports et il racontait comment il avait pu s'échapper avec ces rapports et il les a déposés sous serment aussi au Congrès. Donc c'est vraiment un grand acteur de la divulgation. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir m'entretenir avec lui et vous aurez beaucoup de chance aussi de l'écouter sur Norea TV. Tu parles de chance, je mesure cette chance qu'on a de diffuser aujourd'hui cet entretien que tu as mené de main de maître. Et je pense qu'il va passionner tous les gens qui s'intéressent à ce phénomène OVNI. Encore une fois, là, c'est des invités de très très grande qualité et assez rares sur des médias francophones, donc il faut le souligner. Mm. Donc, première chose, je tiens à dire à toi, Fabrice, un immense merci de nous avoir proposé cette interview en diffusion sur Nurea. Une fois n'est pas coutume, c'est pas moi qui vais mener cet entretien, vous ne me verrez pas. C'est Fabrice qui joue le chef d'orchestre ce soir. Avant qu'on vous laisse découvrir l'interview, parce qu'on ne va pas vous faire patienter plus longtemps les Nuréens, quelques remerciements importants, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont impliqués autour de cette vidéo. On va citer déjà Jean Librero, qui est à l'initiative un peu de tout ça, qui a articulé, mis en relation tout le monde. Donc Jean, un grand merci à toi pour ce que tu as fait. La maison d'édition aussi, Flying Disc France, qui édite ce livre, donc Skinwalkers at the Pentagon en version française. On remercie aussi Ghislain Dormand, la société T-Web, qui était à l'origine de la logistique autour de la captation vidéo de cet entretien. Donc un grand merci à lui et à sa société. Les personnes qui ont fait les voix françaises pour que nous, pauvres Nuréens qui ne maîtrisons pas l'anglais, moi le premier, on puisse tout comprendre. Donc toi, tu t'es traduit et doublé naturellement avec ta voix, Fabrice. Mais on a aussi Daniel Paulmier, Ahmed Elaidi et Mike Shannon qui ont fait les voix françaises de nos trois invités de ce soir. Donc un grand merci à tous les trois. Et un merci aussi à André Haas pour le montage audio et vidéo sur cet entretien. J'espère n'avoir oublié personne parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui ont travaillé et beaucoup de petites mains pour que vous, les Nuréens, vous puissiez découvrir tout ça. On va s'arrêter là. Fabrice, encore une fois, un immense merci. On découvre l'interview de nos trois protagonistes.
Je vais faire une petite introduction. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un chapitre caché de l'histoire de la défense américaine. Un chapitre qui implique des phénomènes inexpliqués, des programmes militaires secrets et des rencontres qui défient les lois de la physique. Pour cela, nous recevons aujourd'hui 3 hommes qui ont joué un rôle clé dans cette histoire. D'abord, le Dr Colm Kelleher, ensuite le Dr Jim Lakatsky et le fameux journaliste d'investigation George Knapp. Cette interview marque la sortie de l'édition française de leur livre explosif Skinwalkers at the Pentagon. Ce livre a été traduit en français sous le titre Skinwalker au Pentagone. Skinwalker at the Pentagon est un livre révolutionnaire qui révèle l'histoire d'un programme secret du gouvernement américain qu'on appelle l'OSAP. L'OSAP signifie Advanced Aerospace Weapons System Application Program. Si je traduis, c'est Programme d'application du système d'armement aérospatial avancé. Ce programme s'étend bien au-delà des observations d'OVNI. Il explore le fameux range de l'Utah, les effets biologiques sur les témoins et des phénomènes bizarres qui suivent les gens plus largement. Dans cette interview, nous découvrirons la véritable histoire du programme OSAP, les événements étranges autour du Skinwalker Ranch, les dangers des rencontres avec les UAP et un monde classifié qui commence seulement à sortir de l'ombre. Je vais aussi vous présenter nos invités. Notre premier invité est donc le Dr Colm Kelleher. Le Dr Colm Kelleher est biochimiste. Il a passé des années à travailler dans des laboratoires biomédicaux de pointe, avant d'être recruté par Robert Bigelow pour enquêter sur des étranges phénomènes du Skinwalker Ranch. En tant qu'administrateur adjoint du Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, il a coordonné des recherches de haut niveau dans le cadre du programme OSAP, mêlant la science de pointe à l'inexplicable. Ensuite, je vais vous parler de Jim Lakatsky, qui nous rejoint. Il est un ancien officier du renseignement et un analyste de missiles pour la DIA, l'agence de renseignement de la défense. En 2008, il est devenu directeur du programme OSAP. Son implication directe dans le lancement du plus ambitieux programme gouvernemental de recherche sur le paranormal fait de lui une personne clé dans cette histoire. Enfin, et c'est tout aussi remarquable, nous avons l'honneur d'accueillir George Knapp, la légende. Il est connu pour ses reportages révolutionnaires sur Bob Lazar et sur la zone 51 dans les années 80. George est une voix importante de l'ufologie américaine depuis des décennies. Il est également journaliste à Class TV à Las Vegas et plusieurs fois récompensé par des Emmy Awards. Il a été lui aussi étroitement impliqué dans le ranch de l'Utah. Il a mené des enquêtes, collaboré avec le NIDS, le National Institute for Discovery Science, et bien sûr avec l'OSAP. Je vais donc commencer par les questions, et ce que j'aimerais mieux comprendre d'abord, c'est une question pour Colm Kelleher. Qu'est-ce qui a mené la DIA à s'intéresser au Skinwalker Ranch et comment l'OSAP a-t-elle vu le jour ? Je pense que l'histoire devrait remonter à 1996 ou même 1995. C'est l'époque où Robert Bigelow, entrepreneur dans l'aérospatial, ainsi que banquier et magnat de l'immobilier ici à Las Vegas, a également contribué à financer la recherche sur les ovnis à un niveau probablement inégalé dans le monde. Il a créé en 1995 une organisation appelée National Institute for Discovery Sciences. La mission initiale du NIDS, comme on l'appelait, était d'étudier les phénomènes aériens ou ovnis, ainsi que la survie de la conscience après la mort. 2 programmes de recherche très distincts ont donc été lancés au NIDS. En l'espace d'1 an, il est devenu évident que la bande passante nécessaire pour se concentrer sur les 2 programmes était tout simplement trop importante. Nous avons donc commencé à nous concentrer uniquement sur la recherche sur les devenus. Un ranch d'environ 500 acres au milieu de nulle part, où il y avait des histoires non seulement d'ovnis métalliques, mais aussi de tout ce qui existe depuis l'activité poltergeist jusqu'à des créatures inhabituelles. Des voix désincarnées,
la matérialisation et la dématérialisation de spectres, c'était donc la grande centrale des phénomènes paranormaux. Robert Bigelow l'a donc acheté en août 1996. J'ai été recruté en tant que scientifique classique. J'avais une formation en biochimie et en immunologie. J'ai été recruté en juillet et août 1996. Notre première tâche a été de nous rendre, si ce ranch, qui a ensuite été connu sous le nom de Skinwalker Ranch, mais à cette époque, c'était très secret, très discret. L'objectif était d'installer des capteurs, ainsi que des êtres humains ayant une formation scientifique sur la propriété afin de cartographier les phénomènes, de les documenter et d'utiliser des capteurs pour essayer de capturer les phénomènes. L'ensemble du programme s'est donc déroulé de manière très intensive entre 1996, environ septembre 1996, et a commencé à s'achever en 2002. Et le National Institute for Discovery Science s'est complètement arrêté en 2024. Pendant 6 ans, des recherches intensives ont été menées sur la propriété, le Skinwalker Ranch. Environ 10 ans après cela, approximativement en 2005, soit il y a 20 ans, George et moi avons collaboré à la rédaction d'un livre intitulé Hunt for the Skinwalker. Ce livre, ainsi que de nombreuses autres indications et anomalies qui figuraient dans la littérature relative au Skinwalker Ranch, ont alerté certaines personnes, au rang desquelles le docteur Lakatsky à la Defense Intelligence Agency. D'autres personnes, moins connues que le docteur Lakatsky, étaient également au courant de l'existence du Skinwalker Ranch. Et il a été décidé par le docteur Lakatsky, on peut le dire, avec ses propres mots, d'envoyer une lettre à Robert Bigelow pour lui demander l'autorisation, une lettre officielle de la Defense Intelligence Agency, pour visiter le Skinwalker Ranch. C'était donc la genèse de... Je vais laisser le docteur Lakatsky le raconter avec ses propres mots. Mais c'était la genèse de l'évolution du National Institute of Discovery Science, vers ce qui est devenu, plus tard, un très grand programme gouvernemental, probablement le plus grand programme OVNI, certainement le plus connu du public, avoir été financé par le gouvernement des États-Unis, dans l'histoire d'une longue relation entre le gouvernement des États-Unis et le sujet. Il s'agissait donc d'un programme de 22 millions de dollars sur 24 mois. Ce programme employait également environ 50 scientifiques, ingénieurs, analystes de bases de données, agents de sécurité, traducteurs, agents du renseignement militaire. Il y avait donc une équipe de 50 personnes à plein temps, ce qui représentait une très grande organisation à mettre en place dans un laps de temps très court. C'était donc la genèse du programme. Eh bien, c'est fascinant. Vous n'avez pas mentionné le rôle du sénateur Harry Reid. Pouvez-vous m'en dire un peu plus à ce sujet? Jim peut peut-être intervenir ici. Eh bien, j'ai visité le ranch comme Colm l'a indiqué, et Bob et moi avons discuté pendant un certain temps. Et sur la base de ce que j'ai observé au ranch, un phénomène inhabituel s'est produit pendant que j'étais là. Un phénomène vraiment étrange. Et du fait qu'apparemment nous devions faire quelque chose, Bob a contacté le sénateur Wright qui a dit « Oui, bien sûr, je serais ravi de rencontrer Jim ». Je l'ai rencontré à sa résidence à Washington.
et je lui ai présenté une proposition très schématique pour le financement de mon organisation qui était le Defense Warning Office au sein de la DIA. Et c'est ainsi que nous avons démarré. Cela a pris peu de temps. Il a fallu une question. J'ai rencontré le sénateur Reid en 2007 et en 2008, en octobre 2008, un programme était en marche. Le libellé du programme portait sur l'étude des systèmes d'armes aérospatiales avancés, car c'est ce que mon bureau faisait. Nous savions donc que l'argent nous serait acheminé convenablement. Nous avons reçu la proposition, puis nous avons lancé le programme. Le programme a duré 2 ans. D'accord, je pense qu'il est peut-être temps de dissiper certaines confusions. Ce que nous aimerions mieux comprendre, en fait, ce que le public aimerait mieux comprendre, c'est la différence entre l'OSAP et l'ATIP. Nous aimerions donc comprendre en quoi l'OSAP était distinct de l'ATIP. Eh bien, j'ai visité le ranch, comme me l'a indiqué, et Bob et moi avons discuté pendant un ATIP, certain temps. désolé. Je ne peux vraiment en parler, parce que AATIP était un terme utilisé dans une lettre du sénateur Reid au secrétaire à la Défense, grosso modo, dans laquelle nous demandions un certain type de programme d'accès spécial, ASAP. C'est la seule fois où ce terme a été utilisé dans le cadre du programme AAWSAP. Après cela, la prochaine fois que j'ai entendu ce terme utilisé, c'était juste au moment de prendre ma retraite en 2016. En fait, c'était en 2015. Et donc, je ne peux pas vraiment en parler. Je ne peux pas parler de ce qui a été produit dans le cadre de ce programme. Je sais cependant que nous avons produit dans le cadre du programme AAWSAP facilement 7000 à 8000 pages de documents imprimés. Ces pages sont bien sûr condensées dans Skinwalkers at the Pentagon et dans le premier livre qui suit, qui est, et je le regarde en ce moment, Initial Revelations. Et le Pentagone vient d'approuver 2 livres supplémentaires pour compléter la description de l'AAWSAP, New Insights and Future Visions. Cela couvre l'ensemble de notre programme. Il ne s'agit donc pas de savoir ce que moi-même, Colm ou George pensons du phénomène, de vous dire ce que le programme a fait, pourquoi nous l'avons fait, ce que nous proposons pour l'avenir, et à quel point le programme était complet et définitif par rapport à ce qu'il était. Ensuite, bien sûr, dans les médias, vous avez trouvé le terme Kona Blue. C'est une toute autre histoire, mais vous pouvez certainement insérer ces 2 mots dans Skinwalkers at the Pentagon, dans le chapitre consacré au département de la sécurité intérieure, Kona Blue et ce sur quoi nous travaillions. Fabrice, permettez-vous d'ajouter un élément de contexte. En 1995, quand j'ai commencé à rapporter cette idée folle qu'il pourrait y avoir des crashs d'OVNI et des programmes de rétro-engineering, la première personne à laquelle j'ai parlé, en dehors des salles de rédaction, était le sénateur Henry Reid. Le sénateur Reid commençait à me connaître à cette époque. J'avais couvert toutes ces campagnes de réélection et j'étais donc une sorte d'habitué média à l'époque. Et je pensais que cela l'intéresserait. C'était un grand partisan des programmes de défense nationale. Alors je l'ai rencontré et je lui ai parlé de ce sur quoi je travaillais. Il m'a répondu, eh bien, tenez-moi au courant. Et c'est ce que j'ai fait. Nous avons une relation, une discussion privée continue jusqu'à la fin de sa vie. Lorsque le NID a été créé, Robert Bigelow est devenu un de mes amis.
m'a invité à prendre la parole lors de la première réunion de son conseil consultatif scientifique en janvier 1996, je crois. J'entre dans cette salle, il y a le docteur Jacques Vallée, Pete Green, le docteur Hall Puthoff et un assortiment étonnant d'universitaires, ainsi que le docteur Edgar Mitchell, le 6e homme à avoir marché sur la Lune, le sénateur Harrison Schmitt, l'un des derniers hommes à avoir marché sur la Lune. J'étais entouré d'un groupe de personnes extraordinaires et j'étais en quelque sorte époustouflé. Je leur ai parlé des programmes et des enquêtes russes sur les ovnis. Dès que je suis parti, j'ai su que je devais en parler au sénateur Reid. J'espérais que cela l'intéresserait. Et bien sûr, lorsqu'il aurait entendu parler de cet incroyable groupe, il voudrait en savoir plus. Et ce fut le cas. C'est ainsi qu'il a été invité à une réunion ultérieure du comité consultatif scientifique plus tard dans l'année, en 1996. Et il a été séduit. Après avoir rencontré toutes ces personnes impressionnantes, il est devenu accro. Cette relation entre Bigelow et lui s'est avérée très chanceuse par la suite. Lorsque tous deux ont commencé à parler du programme OSAP avec le docteur Lakatsky. Le sénateur Reid avait donc un intérêt de longue date, un intérêt modéré, et lorsqu'il a entendu parler du NIDS et du ranch, il a été vivement intéressé et il voulait en savoir plus. Et donc, quand le docteur Lakatsky a proposé ce programme, Harry Reid était embarqué dans l'aventure. Ok, merci pour ce contexte. Je pense qu'il est important que nous comprenions comment tout cela a commencé. Et j'aimerais en savoir un peu plus sur les résultats les plus convaincants des recherches qui ont été menées au Skinwalker Ranch. Et peut-être que Colm, vous pouvez répondre à cette question. Qui est donc, selon vous, le point le plus important de cette recherche? Eh bien, je suppose que le principal résultat de ce programme de 2 ans a été en fait 100 rapports écrits, distincts, sur tous les aspects du phénomène OVNI. Cela va des descriptions standards, Nuts and Hubbles, d'OVNI, tout le spectre des effets des OVNI sur les gens, et cela inclut les blessures médicales associées aux OVNI, les effets physiologiques des OVNI et enfin les effets paranormaux. Le principal produit du programme OSAP étaient donc ces 100 rapports distincts. Aujourd'hui, 38 de ces quelques 100 rapports ont été rendus publics et sont disponibles. Mais les 62 autres rapports n'ont jamais été publiés. En fin de compte, ils seront probablement publiés en vertu de la loi sur la liberté de l'information. Mais je pense que l'un des cas les plus spectaculaires auxquels l'équipe de l'AOSAP a été confrontée est ce que l'on a appelé plus tard l'affaire Tic Tac. Probablement l'affaire d'OVNI la plus connue au monde, dans laquelle l'USS Nimitz, au large de San Diego, en 2004, et 4 chasseurs en réaction, lancés successivement, ont interagi avec un OVNI qui a surpassé et surclassé les meilleurs chasseurs à réaction du groupe d'attaque du porte-avions américain USS Nimitz. Non seulement ces objets ont été repérés par divers capteurs sur le Nimitz lui-même et sur l'USS Princeton, ainsi que par le radar infrarouge FLIR, des avions de chasse eux-mêmes. Mais les pilotes ont pu voir et interagir avec cet OVNI qui les a complètement dépassés et les a littéralement laissés sur place. Il est passé du niveau de la mer à une altitude de 20 000 pieds en 1 seconde et n'a montré aucun signe de configuration de surface. Il n'avait pas l'air d'un objet aérodynamique. Il ressemblait à un grand tic-tac de 46 pieds de long. Il s'agissait donc d'une enquête novatrice, orchestrée par le groupe AOSAP. Elle est restée absolument secrète jusqu'à l'enquête a été conduite en 2009-2008. Elle est restée secrète jusqu'à ce que le New York Times
publie l'article environ 8 ans plus tard et que cela devienne un événement mondial. C'était l'un des cas emblématiques sur lesquels le programme AOSAP a enquêté. Mais ce n'était qu'un cas parmi des dizaines d'autres. Car l'un des aspects les plus importants d'AOSAP était que nous avions 50 enquêteurs scientifiques et ingénieurs à temps plein. Cela signifie que nous avions la capacité d'envoyer du personnel sur le terrain à n'importe quel endroit des États-Unis où un signalement d'OVNI avait été fait récemment, ainsi qu'au niveau international. Nous avons envoyé des équipes de personnes au Brésil. Il ne s'agissait donc pas d'un exercice de production de livres blancs ou de documents de réflexion. Il s'agissait d'une enquête sur le terrain. Et vous savez, vous avez demandé tout à l'heure quelle était la différence entre AOSAP et ATIP. Eh bien, AOSAP avait 50 enquêteurs à temps plein. Il disposait d'un financement de 22 millions de dollars. Il a produit plus de 100 rapports techniques distincts. Nous n'avons pas connaissance d'un seul rapport produit par l'ATIP, et l'ATIP était fondamentalement un groupe de personnes intéressées au Pentagone, dirigé par un homme qui est devenu public depuis. Il s'appelait Jay Stratton, et Jay Stratton a dirigé l'ATIP et était, vous savez, une personne très compétente, qui est devenu plus tard le chef de l'UAP Task Force, le groupe de travail sur l'UAP, qui était une organisation officielle de la marine américaine, une organisation officielle qui était chargée par le gouvernement des États-Unis d'enquêter sur les OVNI. Donc, vous savez, le programme AOSAP a été la genèse de tout ce qui est venu plus tard. ATIP, de façon très informelle, mais c'est devenu l'UAP Task Force. Et finalement, l'incarnation actuelle est AARO. Mais il y a une longue chaîne d'événements de cause à effet qui a commencé avec le programme AOSAP. Ces deux gars, Fabrice, sont trop modestes pour recevoir le crédit qu'ils méritent. Mais OSAP était un programme extraordinaire. Il était courageux pour des gens comme Jim Lakatsky de se présenter et de dire « je veux examiner cela » et de proposer ce programme. À cause de toutes les choses étranges qui se sont passées au Skinwalker Ranch, je veux dire que la réalité est que les témoins voyaient des orbes dans le ciel, un ciel différent de l'autre côté et des objets inconnus qui entraient et sortaient. Jim Lakatsky s'est dit que cela pouvait avoir des répercussions sur la sécurité nationale. Il s'est rendu au ranch, a vécu sa propre expérience et a présenté ce programme. Ils étaient combien? Il était étonnant qu'ils se soient mis au travail en peu de temps. Qu'ils aient embauché tous ces gens, qu'ils aient obtenu des autorisations de sécurité et qu'ils se soient mis au travail. La qualité des produits qu'ils ont pu produire en peu de temps est stupéfiante. Tout comme la qualité de travail qu'ils ont accompli, bien sûr, la plupart de ces données n'ont jamais été vues par le public. Ils ont créé la plus grande base de données OVNI au monde, un entrepôt de données. Ils ont envoyé des enquêteurs dans tout le pays, dans d'autres pays. On collecté des bases de données sur les OVNI de partout, d'autres gouvernements, et on rassemblé tout cela. Et ils étaient prêts à suivre les preuves là où elles menaient. Skinwalker Ranch est un endroit étrange. Est-ce que vous croyez qu'une personne telle que le Kelleher, qui possède un doctorat, veut faire la chasse au signalement de werewolves ou de goblins ou de poltergeist? Bien sûr que non, il devait suivre les indices là où cela conduirait, et je crois que c'est la partie la plus remarquable de ce programme, et qui le distingue de tout ce que le gouvernement peut avoir financé. C'est le fait qu'ils ont suivi les preuves là où elles les conduisaient. Les facteurs humains étaient pour certains très dérangeants. Vous savez, ils ont été attaqués et critiqués. Depuis tout ce temps, on disait que ce programme était stupide, avec les histoires de werewolves et de fantômes. Mais c'était indispensable parce que c'était ce que les témoins avaient vu. C'est l'expérience qu'ils avaient eue. Ils ont eu le courage de suivre ces pistes et de voir où cela conduisait. Il n'y a jamais eu un programme tel que celui-là, et je ne pense pas qu'il y aura un nouveau programme comme celui-là, en dehors du secteur privé.
Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Georges. Cela m'amène à la question suivante qui s'adresse à Colm ou à Jim. Comment l'OSAP a-t-elle trouvé un point d'équilibre entre la méthode scientifique rigoureuse et l'étude de ces phénomènes qui sont souvent élusifs? Autrement dit, comment avez-vous fait en ce qui concerne la méthode tout au long de vos travaux? Nous avons eu la chance d'avoir une longue expérience avec le National Institute for Discovery Science, car, comme George vient de le dire, nous avions un conseil consultatif scientifique de classe mondiale. Et la raison pour laquelle ils étaient là était qu'ils étaient absolument infatigables pour s'assurer que tous les programmes du personnel adhéraient à la méthode scientifique et utilisaient la méthodologie scientifique. Nous avons donc hérité de tout cela, des méthodes, ainsi que des façons de faire, des types d'instruments que nous avons utilisés afin de pouvoir utiliser la méthode scientifique au mieux de nos capacités dans la recherche sur ces présumés ovnis. Il est évident que la méthode scientifique a ses limites en ce qui concerne l'étude des ovnis. Par exemple, vous savez, la plupart du temps, il y a un niveau élevé de tromperie impliqué dans la collecte des données sur les ovnis. Et la tromperie vient non seulement du phénomène lui-même, mais aussi du gouvernement des États-Unis, dont on sait depuis des décennies qu'il pratique la tromperie dans la façon dont il rend compte du phénomène OVNI au public. En règle générale, la méthode scientifique fonctionne donc sur deux niveaux de tromperie. La première couche est le gouvernement des États-Unis, la seconde, le phénomène lui-même. Mais dans ses limites, le groupe AOSAP s'est montré absolument rigoureux en adhérant à la méthode scientifique. Par exemple, en termes d'analyse d'objets physiques, nous disposions d'un menu de laboratoire expérimentaux chargé d'analyser tout ce que pouvait trouver dans le programme AOSAP, tout ce qui concerne les effets sur l'homme ou les blessures médicales. Nous avons pu nous rendre dans les meilleurs hôpitaux et laboratoires et obtenir des échantillons de sang qui ont été analysés dans certains des meilleurs laboratoires expérimentaux. Nous avons donc utilisé une méthodologie scientifique en utilisant des techniques scientifiques, ainsi que le respect des éléments de confidentialité, des réglementations HIPAA aux États-Unis qui régissent la manière dont vous obtenez des échantillons et des témoignages de personnes ayant subi des blessures médicales. Le programme AOSAP a donc respecté rigoureusement toutes ces restrictions. Pouvez-vous nous donner des exemples d'effets biologiques sur des témoins ou de dommages neurologiques? Il y a eu un cas célèbre qui est décrit dans le livre Skinwalkers at the Pentagon. Il s'agit d'un biotechnicien accompagné de sa fille qui se rendait à une conférence dans l'Oregon. Il voyageait à grande vitesse. Il était environ 8h30 du soir lorsque la fille a regardé à travers la fenêtre et a vu ces objets volants non identifiés qui étaient ronds, sphériques, petits et de couleur bleue, qui semblaient se déplacer très aléatoirement et très rapidement autour de ce champ assez proche de la voiture. Dès qu'elle a vu l'objet, ils se sont dirigés vers la voiture. Ils ont commencé à voler très directement vers la voiture et deux d'entre eux ont pénétré à l'intérieur de la voiture. L'un d'eux a traversé le pare-brise de la voiture, mais l'un d'eux a traversé le tableau de bord devant le père et la fille, et le troisième a traversé l'épaule gauche de l'homme, a traversé la cavité thoracique supérieure et il est sorti par l'épaule droite devant la fille, puis elle est sortie du véhicule.
Au bout de quelques heures, l'homme s'est senti très mal à l'aise et très étrange après ce qui lui est arrivé. Mais il est parvenu à destination et au bout de quelques heures, il avait un gros coup de soleil sur le côté gauche de son visage. Au bout de quelques jours, il a commencé à perdre ses cheveux sur le côté gauche de son visage ou sur le côté gauche de sa tête. Il a commencé à ressentir assez rapidement un goût métallique dans la bouche. Puis son oreille gauche a commencé à perdre de l'audition. Il a commencé à avoir des nausées. Il a eu des nausées pendant plusieurs jours. Ses cheveux ont commencé à tomber. Et quelques mois après cet accident, il a été atteint d'un cancer. Et nous avons pu examiner les échantillons de sang, des échantillons de sang obtenus avant et après cet incident. Et nous sommes en mesure de suivre tout ce qui concerne la numération des lymphocytes, des rapports neutrophiles, lymphocytes. Nous avons pu suivre les pics et les creux du système immunitaire, ainsi que tous les autres paramètres associés. Mais finalement, cet homme a été atteint d'une forme rare de cancer. Heureusement, il y a survécu. Mais nous avons pu documenter ce cas de blessure médicale, résultant de l'interaction avec ces 3 petits objets volants non identifiés, de manière très complète. Et notre livre décrit donc une partie de ce que nous avons fait. Mais il y a beaucoup de détails médicaux, beaucoup de détails liés au traumatisme médical précis, qui ne sont pas dans le livre, à cause, vous le savez, des restrictions de l'HIPAA sur la divulgation d'informations sur les patients. C'est donc un exemple, mais il y avait aussi d'autres exemples de blessures médicales. Et vous avez également enquêté sur des blessures à Colares, n'est-ce pas? Oui, c'était rétrospectif. Nous avons envoyé une équipe au Brésil et dans le nord-est du pays. Nous avons passé un certain temps à Fortaleza. Nous ne sommes jamais allés à Colares. Mais nous avons interrogé un certain nombre de personnes associées à l'incident de Colares. Nous avons redirigé un rapport très complet grâce à la collaboration de hauts responsables du gouvernement brésilien et du programme AOSA. Nous avons rédigé un rapport très complet détaillant toutes les blessures et toutes les personnes impliquées dans cet incident. Mais vous pouvez également interroger George à ce sujet. Il était récemment au Brésil et il a enquêté rétrospectivement sur d'autres aspects des événements de Colares, qui sont également très intéressants, mais qui sortent du cadre du livre Skinwalkers au Pentagone. Georges, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, Colares est une référence incontournable dans l'histoire de l'ufologie. Les rapports qui ont circulé dans le monde disent que les ovnis ont surgi du fleuve Amazon, de la forêt d'Amazonie, du ciel. Ils ont agressé des paysans, les ont frappés avec des rayons laser, ont tué quelques personnes, ont causé des blessures à certains d'entre eux. Ils ont terrorisé des gens qui ont été obligés de quitter leur maison. Ce sont là les grandes lignes de cette histoire. J'étais à Colares il y a environ un an. J'ai rencontré certains des premiers témoins, pas seulement des témoins, mais des personnes qui ont été blessées. Et l'histoire qu'ils ont racontée était un peu différente en ce sens qu'il y avait des ovnis dont certains ont été vus sortant de l'eau. L'armée de l'air brésilienne a enquêté, comme nous le savons, mais les attaques ne ressemblaient pas exactement à des rayons laser. Ils projetaient des faisceaux de lumière qui les frappaient, mais il y avait une sorte de filament à l'intérieur de ce faisceau de lumière qui prélevait des échantillons de sang, de tissu sur ces personnes. De nombreux dossiers médicaux ont disparu. On nous a raconté des histoires captivantes sur des vidéos, ou pas de vidéos, mais des films d'ovnis planant au-dessus de la rivière. Les enquêteurs brésiliens, les enquêteurs sur les ovnis, les journalistes qui couvrent cette affaire depuis longtemps soupçonnent que les meilleurs de ces images sont allés à l'OSA.
Mes amis Colm et Jim ne m'ont pas fait part si oui ou non ils possèdent de telles images. Mais vous avez le docteur Lakatsky devant la caméra en ce moment même. Vous pouvez lui poser directement cette question. Je le ferai. Publiez le fichier, publiez la vidéo. Non, non, j'en connais quelques-uns. J'ai moi-même été à Colares et j'étais un ami à Bob Pratt. Je suis sûr que vous connaissez Bob Pratt, ce journaliste qui est malheureusement décédé. Donc moi, je suis allé au Brésil enquêter avec sa traductrice Cynthia Luce, et Cynthia Luce vit elle aussi au Brésil. Je suis allé à Varginha et j'ai pu rencontrer des témoins là-bas. C'était vraiment fascinant. Cette histoire est vraiment unique, comme vous le dites. Et j'ai pu m'entretenir à Varginha avec des ufologues locaux. Je me souviens plus de leur nom, mais enfin voilà, l'un d'eux est très connu. Et oui, il est convaincu que les États-Unis, le gouvernement brésilien, conserve de nombreux dossiers secrets et qu'il y a des milliers de photos et de vidéos qui n'ont pas encore été publiées par Brasilia. Je ne suis donc pas surpris par ce que vous dites, certainement pas. Donc, je voudrais que l'on parle maintenant de l'effet hitchhiker. L'effet hitchhiker, c'est des gens qui ont été exposés à des ovnis au ranch, par exemple, et ensuite qui ont été suivis chez eux dans leur vie personnelle. Donc, j'aimerais que vous expliquiez un peu plus en détail ce phénomène et si vous avez une explication pour rendre compte du fonctionnement du hitchhiker effect, un phénomène qui est très trouble et qui pose encore beaucoup de questions à la communauté ufologique. Je peux certainement en parler, sauf si vous souhaitez le faire, Jim. Eh bien, l'une des choses remarquables que nous avons découvertes à propos de l'effet hitchhiker est, comme vous le savez, qu'à travers l'histoire du programme AOSAP, il y avait divers membres de l'armée américaine associés à l'agence de renseignement de la défense qui visitaient la propriété pas seulement Jim Lakatsky, mais d'autres membres de l'armée américaine, des Marines, des membres de l'US Navy. En tout, il y avait 5 individus qui ont été dépêchés et sont allés au Skinwalker Ranch. Et il est vraiment intéressant de constater que pour certains d'entre eux, ils ont vécu des rencontres au Skinwalker Ranch. Et par la suite également, lorsqu'ils sont rentrés dans leur famille, dans les semaines qui ont suivi, et cela s'est produit dans plusieurs cas. Ce n'était pas le cas d'une seule famille, mais je vais parler d'une famille en particulier. Nous l'appelons Axelrod dans le livre. Et Axelrod a eu un certain nombre de rencontres au Skinwalker Ranch. Puis il est retourné dans sa famille. Il avait une femme et 2 adolescents à la maison. Quelques semaines après son arrivée à la maison, la femme a commencé à remarquer de nombreuses silhouettes humanoïdes noires dans la maison. Elle a commencé à voir des orbes de lumière à l'extérieur de la maison, occasionnellement à l'intérieur aussi. Mais un soir particulier, elle allait se coucher pour éteindre les lumières et elle a vu une créature d'apparence très inhabituelle se tenir dans son jardin. Elle a été absolument choquée de voir cette créature, car elle n'aurait pas dû être là. On aurait dit un très gros loup. Et évidemment, nous parlons de la côte est des États-Unis, en Virginie. Donc, il ne devrait pas y avoir de grands loups dans cette région. Elle n'a rien dit à sa famille parce qu'elle était très effrayée. Mais 2 jours plus tard, ses 2 fils adolescents étaient dans leur sous-sol et ils ont regardé par la fenêtre. Et il y avait une grande créature ressemblant à un loup qui courait dans la cour et c'était entre 10h et 10h30 un samedi matin. Donc, la visibilité était parfaite.
et les deux adolescents étaient vraiment nerveux. Cette créature a traversé leur champ de vision, a disparu dans les limites des arbres, et ils ont appelé leurs parents. C'est à ce moment-là que la mère a avoué avoir vu la créature 2 nuits auparavant. Elle n'avait rien dit aux enfants, c'est donc le début d'une multitude d'événements. L'un des adolescents s'est réveillé une nuit avec de multiples orbes bleus, rouges et jaunes dans sa chambre. Et le lendemain matin, on constata qu'il y avait beaucoup d'étranges griffures sur la peau, comme des blessures survenues pendant la nuit. Beaucoup de phénomènes inhabituels se sont produits dans la maison dans les mois qui ont suivi cette série d'événements, y compris la famille entendait des bruits de pas lourds dans les escaliers. Par exemple, alors qu'ils étaient tous au lit, il y avait des sortes de portes qui s'ouvraient, se fermaient. Ils avaient un chien qui réagissait parfois de façon très étrange, comme si quelque chose se trouvait dans la maison. Tous ces événements étranges se sont donc produits dans une courte période après que Axelrod se soit trouvé sur le Skinwalker Ranch. Cela s'est répercuté non seulement dans la maison, mais les enfants sont allés à l'école et n'ont rien dit. Ils étaient vraiment intimidés par ce qui se passait et ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils n'ont rien dit à leurs camarades de classe, mais ceux-ci ont spontanément commencé à parler de créatures très étranges à l'extérieur de leur maison. Et lors d'une soirée pyjama, quand l'un des enfants était chez lui avec 2 de ses amis, il y avait toutes sortes de bruits et d'apparitions très étranges dans la maison du voisin. Donc non seulement quelque chose a été transféré depuis le Skinwalker Ranch à une distance de 2500 milles de la côte Est, mais depuis cette maison des Axelrod, cela a été transféré dans le voisinage, où, vous le savez, des effets paranormaux ont été observés dans les maisons des amis des enfants. C'est un exemple, mais il y avait plusieurs autres exemples de personnes arrivant à la maison et leurs familles ayant de rencontres rapprochées avec, par exemple, des orbes bleus. Il s'agissait d'un autre cas, celui d'un homme qui avait participé à Skinwalker Ranch et qui était entré chez lui et qui, quelques semaines plus tard, promenait son chien dans le quartier. Ils ont vu surgir de nulle part cet orbe bleu qui se déplaçait à grande vitesse. Il a frôlé l'épaule de sa femme, qui était une véritable superbe athlète, en très très bonne condition. Et elle a immédiatement commencé à se sentir mal. Elle a eu divers symptômes grippaux. La situation n'a cessé de s'aggraver. Elle ne pouvait même pas aller travailler. Elle est devenue extrêmement fatiguée, des maux de tête constants, un malaise constant. On lui a finalement diagnostiqué une thyroïdite d'Hashimoto, qui est une maladie auto-immune attaquant la thyroïde. C'est donc devenu une caractéristique de certains de ces cas impliquant ce que l'on appelle l'effet autostoppeur, où des effets paranormaux apparaissent dans un foyer situé à des milliers de kilomètres de Skinwalker Ranch. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs personnes dans la maison ont commencé à se sentir malades. Et tout cela était contemporain de ce qu'on appelle l'effet autostoppeur. C'est donc devenu, je suppose, l'un des rapports emblématiques de la OSAP, qui ont atterri dans les dossiers de la Defense Intelligence Agency, à savoir qu'il y avait ces phénomènes associés, premièrement au phénomène OVNI, mais aussi au Skinwalker Ranch. Pour ce qui est de ce point, l'expérience d'Axelrod a vécu sur le ranch et a eu lieu en 2009. Nous sommes en 2025. 16 ans plus tard, le phénomène se produit toujours dans la maison où il a été signalé pour la première fois. Les fils qui vivent là voient encore des choses.
Le mari et la femme ont déménagé dans une autre maison à l'extérieur de l'État. Et ça les a suivis là-bas aussi. Colin a étudié les infections virales, les virus, leur mode de propagation. C'est presque comme un virus qui se répand. Si vous dites cela aux gens dans un article, ils vous prendront pour un fou, ils s'en moquent. Et encore une fois, je félicite Colin et Jim d'avoir eu le courage de préserver et de suivre l'épreuve jusqu'au point où cela les conduisait. Ce fut l'une des parties les plus fortes du programme OC. Y avez-vous des informations sur ce fonctionnement, le mécanisme qui se cache derrière, parce que c'est vraiment, vraiment très étrange. Eh bien, il est vraiment difficile de joindre une explication, parce que pour le faire, il faudrait un programme beaucoup plus important. Nous avions une poignée d'individus qui avaient ces effets. Je pense donc qu'il serait prématuré de spéculer sur un mécanisme. Mais ce que George a dit est exact. Ce qui s'est passé semble présenter les caractéristiques d'une entité infectieuse, quelque chose qui était transmissible non seulement à partir, disons, du destinataire principal sur Skinwalker Ranch, qui ensuite ramenait à la maison quelque chose. Nous appelons cela un autostoppeur, qui était capable d'affecter la conscience ou la perception au sein du foyer, et pas seulement, mais aussi dans le voisinage. Nous pensons donc que la façon d'étudier ce phénomène est de considérer que la méthodologie standard d'étude de la dynamique infectieuse virale serait applicable à ce cas. Par exemple, à quelle vitesse cela se produit? Combien de personnes sont réellement touchées lorsque le virus arrive dans un foyer? Jusqu'où peut-il se propager? L'épidémie de Covid a appris à tout le monde les mécanismes de base de la transmission virale. Et il existe une longue littérature scientifique sur la façon d'étudier la transmission des virus à la vitesse à laquelle ils peuvent se répliquer. La vitesse à laquelle ils peuvent se transmettre et le degré de transmission. Toutes ces techniques pourraient donc être utilisées dans un futur programme pour développer les données préliminaires que nous avons obtenues dans le cadre du programme ASWAP. D'accord, merci beaucoup. Avant cela, vous avez mentionné des trous dans le ciel et j'aimerais savoir ce que vous pensez du concept de multidimensionnalité. Est-ce que cela signifie que nous interagissons avec d'autres réalités, d'autres intelligences qui ne sont pas liées à notre cadre de référence immédiat? Bien sûr, vous savez que ce qui a été observé au Skinwalker Ranch et qu'il y a eu un autre cas célèbre en Californie. C'est aussi dans ce livre que nous avons parlé d'un cas sur la côte ouest. Cette famille qui a commencé à avoir des effets étranges sur leur maison, ils ont également vu un vaisseau. Ils ont vu des lumières brillantes sur la propriété. Mais un incident particulier s'est produit. L'un des enquêteurs était sur la propriété. Il a levé les yeux et a vu cet objet disparaître par un trou dans le ciel. C'était donc très similaire à certaines des observations qui s'étaient produites précédemment sur le Skinwalker Ranch, où l'un des individus observait à travers une lunette de visée et a vu un objet arriver à toute vitesse à travers cette trouée dans le ciel. Il pouvait voir qu'il faisait jour dans cette autre réalité. Mais il faisait nuit là où il se trouvait. Il était assis là, la nuit, avec une lunette de visée, observant cet objet se déplaçant à grande vitesse à travers ce qui ressemblait à un trou dans le ciel. Et cet objet-là dépassait à grande vitesse. Donc, vous savez, l'une des spéculations qui sortirait
de toute cette affaire est qu'il y a comme des déchirures dans la réalité. Il y a des gens qui parlent de portail. On parle de phénomènes multidimensionnels. Vous savez, nous étions dans le domaine de la collecte des données et nous recueillons des données. Mais il est certain qu'elles correspondent, les données que nous avons recueillies, correspondent à un grand nombre de modèles existants. Ok, d'accord, c'est intéressant. Et vous avez mentionné cet endroit en Californie. Nous avons parlé du Skinwalker Ranch qui se trouve dans l'Utah. Y a-t-il des caractéristiques géophysiques ou électromagnétiques récurrentes à ces endroits? Nous avons passé de nombreuses années à essayer de retracer l'origine de ce qui se passait au Skinwalker Ranch. Nous avons examiné les anomalies magnétiques. Nous avons également examiné les critères géophysiques, l'activité sismique dans la région de Skinwalker Ranch. Nous avons consulté les bases de données du United States Geological Survey, qui dispose d'une vaste base de données sur tout ce qui se passait au-dessus de la magnitude 3. Nous n'avons jamais pu établir de corrélation entre les phénomènes anormaux sur la propriété et quoi que ce soit dans l'environnement. Nous avons même examiné les hallucinogènes transportés par le vent. Nous avons examiné les anomalies gravitationnelles pour lesquelles il est possible d'obtenir des cartes. Il n'y avait aucune corrélation que nous pouvions voir entre ce qui se passait sur le Skinwalker Ranch et l'une ou l'autre de ces cas, de ces explications. Il n'y a pas de corrélation. D'accord. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune explication pour expliquer pourquoi le phénomène se produit au Skinwalker Ranch ou en Californie ou à Colares. On n'a que des hypothèses, en gros, c'est bien juste? En effet, dans le cadre de notre travail avec le NIDS, nous avons passé beaucoup de temps à Dulce, qui se trouve au nord du Nouveau-Mexique. La réserve Apache, au nord du Nouveau-Mexique, qui présentait à peu près tous les effets qui ont été documentés au Skinwalker Ranch et qui ont également été reproduits dans cette zone autour de Dulce. Il y avait des ovnis d'apparence métallique, des créatures inhabituelles. Il y avait des activités poltergeist, des hantises, des orbes de lumière, une très forte corrélation. Et nous avons documenté les mêmes types d'effets dans de nombreuses régions des États-Unis. Et je suis presque sûr, nous savons qu'il y a par exemple en Norvège une région appelée Esdalen, et il y a aussi une autre région en Russie autour de la région de Perm en Russie. Je suis sûr qu'il y a des régions en France dont nous n'avons pas connaissance. Je sais que le docteur Jacques Vallée a passé beaucoup de temps dans la région de Valençol, en France, à enquêter sur les ovnis. Il a probablement des hotspots dans différents endroits, pas seulement en Amérique du Nord, mais partout dans le monde. Oui, tout à fait. En France, nous avons par exemple le col de Vence, où je suis allé une douzaine de fois. J'ai fait des veillées nocturnes et j'ai également fait des séances de rencontres rapprochées du cinquième type. Il y a donc des endroits comme ceci, oui. La région de Genève où j'habite est elle-même ce qu'on appelle un hotspot. Oui, nous avons le CERN, le Centre européen pour la recherche nucléaire. Ils font de la recherche nucléaire là-bas, comme vous le savez, et je pense qu'il est possible que cela attire des ovnis. Nous avons beaucoup de signalements de boules de lumière dans le ciel. Nous avons eu aussi des cas de triangles géants. Et je sais qu'au NIDS, vous avez aussi enquêté sur ces fameux triangles. Je me souviens avoir consulté votre site web à la fin des années 90. C'était le début du web d'ailleurs. Et le web a été, c'est marrant, inventé au CERN, comme vous le savez. Oui, nous avons donc ce genre de phénomène ici aussi, oui, très certainement. Et avez-vous trouvé une corrélation entre l'activité nucléaire et les observations d'OVNI au cours de vos recherches?
Le docteur Lakatsky voudra peut-être répondre ici, parce que l'un des objectifs centraux du programme OSOP était les bases de missiles nucléaires qui étaient visitées les unes après les autres, ce que l'on appelait les Northern Tier Cases. Le docteur Lakatsky, puisqu'il s'agit d'incidents engageant la sécurité nationale, c'est le genre d'incidents qui auront attiré son attention et qui auront motivé ce programme dès le départ. En fait, PAA2S, PASS, l'organisation Bigelow pour laquelle travaillait Crohn, a enquêté sur les premières observations qui ont été, je suppose, un sujet de conversation courant dans le Wall Street Journal. En fait, j'ai été impliqué dans la seconde, qui n'est pas très connue. Elle a été rendue publique, mais il y a également eu une enquête qui n'a jamais été rendue publique. Et c'était en fait plusieurs années plus tard. Non, excusez-moi. Plusieurs années après la fin de l'AAWSAP, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'était au début des années 2010, 2011, 2012. Je suis plutôt un scientifique observateur. Les explications, je pense qu'il faut être très prudent avant de donner des explications à ce phénomène. Il faut d'abord savoir que beaucoup de ces phénomènes ne font qu'attirer notre attention. Beaucoup de choses attirent l'attention. Et il y a énormément de désinformation disponible sur Internet et dans divers livres. Et je veux dire que la majorité des gens perdent leur temps. C'est pourquoi j'ai souligné plus tôt dans l'émission que les livres que nous produisons ou que nous sommes en train de produire sont des transcriptions condensées pour que les gens puissent comprendre ce que nous avons fait pendant 2 ans, en une seule fois pendant cette période. Kona Blue nécessite sa propre explication qui a été introduite. Le Pentagone a publié des informations à ce sujet, mais elles ne sont évidemment pas complètes. Il y a encore beaucoup à dire, mais l'observation est la mienne. Il y a beaucoup à faire pour les jeunes. Il y a beaucoup à faire. Mais une chose qui est très dangereuse est de croire que vous êtes un enquêteur compétent ou talentueux. En menant vos enquêtes par le biais d'Internet, vous perdez complètement votre temps. Je peux vous le dire par expérience. Et je sais que lors d'une de ces interviews, les gens ont été choqués quand j'ai dit qu'il y avait des gens du contre-espionnage qui diffusaient de fausses informations. C'est leur travail. La AWSAP a eu affaire à eux. C'est leur mission. Pensez-vous que les méthodes de transmission secrètes et le fait de ne pas utiliser les méthodes de transmission les plus sophistiquées, vous êtes si secret et vous n'utilisez même pas les méthodes de transmission les plus avancées. Les méthodes de transmission électronique dont les gens ont connaissance. Est-ce la seule chose à faire? Non, c'est très simple. Ce sont les fausses histoires qui fournissent une formidable couverture. Mon message serait donc, et je me suis éloigné du sujet ici, parce que je voulais le dire depuis longtemps, de faire très attention à ce que vous lisez, à ce que vous pensez savoir. Vous ne savez pas. C'est un processus d'apprentissage et il faudra bien plus que notre vie pour le maîtriser. On peut commencer, mais il faut avancer. Parce que la chose qui m'a vraiment dérangé, c'est quand ils s'attendent à ce que je dise que ce sont des extraterrestres. Vous allez droit au but et vous dites « Oh, allez ». Je veux dire, vous voulez le résultat sans faire aucun travail. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est un processus d'apprentissage et je suis
si heureux que nous puissions faire cette interview et avoir ces livres disponibles. Parce que c'est peut-être égocentrique de le dire, mais j'ai une confiance absolue dans le contenu de ce que nous révélons, le contenu du programme. Et ce que la DIA aimait dans le programme AAWSAP, c'est qu'il pouvait se transformer en un clin d'œil. C'est une expression américaine qui signifie que vous allez voir quelque chose de nouveau. Ce n'est pas que vous vous désintéressiez de l'ancien, mais vous pouvez vous réorganiser et partir dans cette direction et faire des recherches en un claquement de doigts. C'est un talent très rare pour une entreprise qui a un contrat avec le gouvernement. Et c'est ce que nous avons cherché. Et nous avons rédigé le contrat de manière à ce qu'ils aient cette capacité. Je n'ai pas eu à leur dire ce qu'ils devaient faire au jour le jour. C'est pourquoi en 2 ans, nous avons pu accumuler une énorme quantité de travail, tout simplement énorme. J'ajouterai une chose parce que la question commençait par les missiles nucléaires, les ovnis, les armes nucléaires. L'une des choses dans le livre, Fabrice, dans Skinwalker and the Pentagon, que j'ai trouvé très importante, surtout maintenant avec les discussions du Wall Street Journal dans ce pays, sur les opérations de contre-espionnage, la façon dont l'armée de l'air mettait en scène les événements. Les enquêteurs de l'OSEP ont contacté le colonel Barry Hennessy, figure légendaire à la retraite, qui avait dirigé les opérations de contre-espionnage de l'armée de l'air et de l'Office of Special Investigation. Ils l'ont interrogé sur les bases ICBM de la frontière nord qui avaient été visitées par des ovnis. Il a admis que certaines d'entre elles impliquaient des programmes de mise en scène afin de voir comment le personnel américain réagirait à l'intrusion d'engins inconnus. Et cela s'est effectivement produit, mais il a également déclaré que tous ces incidents n'étaient pas imputables à l'armée de l'air. Certains étaient le fait de quelqu'un d'autre. C'est la question qui reste sans réponse. Oui, mais cet article du Wall Street Journal, c'est que de la foutaise. Il n'a vraiment aucun sens. Si vous connaissez un peu l'histoire des ovnis et l'ufologie. Voilà, c'est une manipulation typique. Nous avons déjà, nous deux, évoqué 2 couches de manipulation. L'une d'entre elles, malheureusement, eh bien, elle est toujours en cours en 2025. Et je m'attendais à ce que ce type de manipulation soit terminé, notamment avec l'article du New York Times qui date de 2017. Parce que vraiment, la divulgation avance très vite depuis toutes ces années. Nous avons fait de grands progrès, et grâce à vous d'ailleurs, vous faites un excellent travail. Mais nous avons toujours ces tentatives désastreuses de discrédit du phénomène OVNI, et aussi sur les gens qui travaillent sur ce phénomène. Vraiment, je pense que c'est une honte. Fabrice, je vais devoir me retirer. J'ai pu rester 1 heure, mais je ne peux pas rester plus longtemps. Vous avez donc 2 personnes formidables. Vous pourrez les assaillir de questions et voir s'ils vont révéler tous les secrets qu'ils ont cachés pendant toutes ces années. Très bien, je dois y aller. Merci beaucoup. Merci Georges, merci pour votre gentillesse. Une très bonne introduction. Je vois qu'il nous reste environ 22 minutes. Est-ce que cela vous convient? Oui, je dois partir à 13h30. Je dois donc partir dans 20 minutes. Parfait. J'aimerais donc approfondir le sujet de la conscience et aussi de la vision à distance. Et comme vous l'avez mentionné, les phénomènes ovnis sont insaisissables, non reproductibles. Pensez-vous que des outils comme la vision à distance ou le remote viewing peuvent aider à mieux connaître le phénomène ovni? Je pose cette question parce que j'ai lu un article sur le projet ConABlue. Et il est question de la vision à distance comme outil d'enquête et d'investigation sur les ovnis. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Voulez-vous prendre cette question, Jim? Bon, je dois donner ma réponse officielle standard. Si cela n'a pas été approuvé par le Pentagone, je ne peux rien dire de plus. Et ce qu'ils ont publié était, je pense, largement suffisant pour que les gens puissent en tenir compte. Mais je dirais que cela n'a fait qu'ouvrir une porte. Cela n'a pas fermé la porte à quoi que ce soit. Et cette conviction que ConABlue était le transfert de, disons, de matériaux récupérés, c'était le point central. D'accord, vous pouvez continuer et croire en ce que vous voulez, et vous faire dire ce que vous voulez. Mais encore une fois, ne croyez pas tout ce que vous lisez.
Mais le programme a-t-il existé? Les données que l'on vous a données sur ceci, ceci, ceci et ceci, étaient-elles réelles? Oui, mais il n'y a pas de détails à ce sujet. Et c'est la chose qui doit être approuvée pour être publiée. Il n'y avait pas de détails. Il disait en gros, vous savez, c'était cela aussi, AAWSAP. Et nous avons eu des discussions parce que certaines parties d'AAWSAP, et je n'y reviendrai pas, étaient en phase terminale. Elles n'avaient pas besoin d'être répétées. Elles ont été menées à bien. Elles n'ont pas eu besoin d'être répétées dans un programme à venir, un programme futur. De plus, le gouvernement n'avait peut-être pas besoin d'être impliqué dans un certain nombre de caractéristiques que les entrepreneurs du secteur privé pouvaient gérer assez facilement et bien mieux que le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas faire n'importe quoi. C'est comme faire demi-tour à un porte-avions. Cela prend du temps. Donc, une chose que je devrais ajouter est que l'un des principaux conseillers et entrepreneurs associés à la SWAP était le docteur Hat Puthoff, qui est reconnu comme le père de la visualisation à distance et la personne qui a vraiment été impliquée dans tous les tests scientifiques rigoureux de la visualisation à distance. Mais le programme AOSWAP lui-même n'était pas du tout axé sur la visualisation à distance. En fait, la Defense Intelligence Agency nous a dit sans équivoque de ne pas développer un programme de visualisation à distance parce qu'il était considéré comme très coûteux et très vaste et probablement pas particulièrement productif dans le cadre de l'objectif de l'AOSWAP, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité de l'information. Mais nous avons eu un cas particulier, l'un des meilleurs remote viewers, dont le nom est Joe McMoneagle, qui est bien connu et qui a écrit plusieurs livres sur la visualisation à distance et qui a été impliqué dans une visualisation à distance dont la cible était Skinwalker Ranch et certaines des activités du Skinwalker Ranch. Et cela a été rapporté officiellement à la Defense Intelligence Agency concernant l'implication de Joe McMoneagle. Oui, intéressant. Ok, une question sur l'équipe de Skywatcher. Vous connaissez l'équipe de Jake Barber, mais il n'est pas le seul, bien sûr. C'est très intéressant ce qu'ils font en ce moment. Et ils rapportent des cas où des individus prétendent contrôler ou convoquer des ovnis. Ils les appellent les psionics. J'aimerais savoir si vous trouvez des preuves suggérant une interface directe entre la conscience humaine et les UAP. Eh bien, je peux parler pour la section de Las Vegas des recherches qui ont eu lieu pendant le programme ASVAP. Nous n'utilisions pas ce type de technologie, ce qu'on appelle la psionique. Nous étions strictement en mode observation et aussi en mode investigation. Nous n'étions pas impliqués dans la psionique. Mais il est bien connu qu'avant Jack Barber et ses initiatives, ces types de protocoles ont été utilisés très largement comme un moyen d'interagir, entre guillemets, avec les ovnis. Par ailleurs, dans d'autres pays, nous savons pertinemment que ce type de technique a été utilisé. Une des personnes avec lesquelles nous avons travaillé au Brésil, le général Ochoa, ses proches et sa famille, ont une longue histoire documentée d'interaction avec les ovnis de cette manière,
Dans ce type de conscience mentale, cette capacité comme un moyen d'interagir avec les ovnis. Ce que fait Jack Barber n'est donc pas nouveau. C'est bien documenté aux États-Unis et dans d'autres pays. Et il y a eu des rapports de succès avec ce type de méthodologie. Mais nous, à la SPAP, nous n'avons participé à aucune de ces technologies. Ce qui est nouveau, à mon avis, c'est que Jack Barber dit que des militaires américains utilisent ce type de technologie. Et je ne le savais pas. Par exemple, je sais que les civils l'utilisaient, mais le personnel militaire, j'étais comme « Waouh !» Oui, j'ai trouvé cela intéressant aussi. Oui, j'imagine, Bah oui. j'imagine. Skywatcher a identifié 9 types d'UAP, dont le type TAC et le Jellyfish. J'aimerais savoir si vous avez développé une taxinomie similaire et comment ces classifications aident à comprendre la nature des UAP. Eh bien, l'une des choses que nous avons faites dans le cadre du programme, c'est que nous avons développé, sous la supervision du docteur Jacques Vallée, un programme appelé Capella. C'était un sous-programme de la OSAP, dont l'objectif était de développer une structure de base de données très simple, ce qu'il appelait un entrepôt de données, qui abriterait plusieurs silos séparés d'informations pertinentes sur les ovnis. Par exemple, l'une des premières choses que nous avons faites est ici. Nous avions plus de 1500 cas d'enquête distincts provenant du National Institute for Discovery Science. C'est devenu l'un des silos de l'entrepôt de données Capella de la OSAP. Et il y avait au total 11 silos distincts qui étaient impliqués, qui faisaient partie du cadre Capella. Nous avions une très grande base de données sur les pilotes. Par exemple, que l'un des enquêteurs français bien connus a étudié à la fois les militaires, les observations de pilotes et les civils pendant de très nombreuses décennies. Nous avions accès à cette base de données par l'intermédiaire du docteur Jacques Vallée, mais cela formait un deuxième silo. Nous avions également des traducteurs dans le cadre de notre programme, des traducteurs français qui travaillaient avec la base de données GEPAN, ce qui s'appelait à l'époque le GEPAN. Nous avons traduit un grand nombre de ces cas. Nous avons reçu des informations du gouvernement britannique et nous avons travaillé à l'intégration de nombreux cas du gouvernement britannique. Nous avions également le gouvernement canadien et nous avons également développé une base de données sur un silo unique qui était basé sur Colares, tous les événements de Colares. Et nous avions aussi un silo complètement séparé qui se concentrait sur le Skinwalker Ranch, parce que nous avions des officiers de sécurité et des enquêteurs 24 heures sur 24 sur cette propriété. Et au cours de cette période, nous avons accumulé plusieurs centaines de rapports distincts d'événements anormaux. C'est donc devenu un autre silo. De façon générale, il s'agissait d'un programme de 2 ans, rappelez-vous. Au cours de cette période, nous avons eu plus de 100 000 cas distincts qui ont été répartis dans ces différents silos. La partie suivante de ce programme, qui a été proposée mais jamais exécutée, consistait à superposer une couche d'intelligence artificielle sur Capella pour commencer à interroger et à créer une base de données. Très concrètement, faire ce que vous demandez, créer une série de types d'ovnis, performances, caractéristiques des ovnis, effets des ovnis sur les humains. Mais le programme s'est terminé avant l'exécution de cette deuxième phase de la base de données
sur la construction de l'entrepôt de données. Vous pouvez encore reprendre vos recherches avec les capacités de l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a 20 ans, ce n'était pas la même chose. Peut-être que vous pouvez exploiter ce genre d'énergie maintenant. Pour recommencer, dans le cadre d'une initiative privée, bien Eh sûr. bien, cela pourrait être une possibilité à l'avenir, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt en ce moment aux États-Unis de la part de divers acteurs et organisations qui entreprennent sérieusement de faire interagir l'IA avec de grandes bases de données. C'est donc certainement une possibilité. Oui, je pense que oui. Une dernière question. Selon vous, que suggère votre enquête sur la nature de la réalité et sur notre compréhension des phénomènes inexpliqués? Quelles sont vos hypothèses de manière générale? Voulez-vous répondre, Jim? Pas particulièrement, mais je dirais quelques mots. Pour tout dire, je crois que nous sommes à un stade embryonnaire. Il y a des gens qui ne veulent pas le croire, mais c'est le cas. Je crois que nous avons beaucoup à apprendre. Nous avons beaucoup d'éducation à faire. Tout d'abord, permettez-moi de vous donner un petit exemple, celui de la visualisation à distance. Dans la visualisation à distance, il y a des effets périphériques. Vous pouvez détecter si vous êtes la cible d'une visualisation à distance. C'est tout un domaine de recherche qui n'a pas encore été exploré. Et c'est tout à fait lié au phénomène OVNI et à l'apparition de ce qu'on appelle les phénomènes paranormaux. Donc, la réponse à votre question, c'est que c'est très ouvert et que c'est un grand domaine d'intérêt. Mais je ne suis pas sûr de savoir comment le faire de manière formelle. Quand les gens disent qu'ils veulent enquêter sur les ovnis, eh bien, c'est presque comme un hobby. Colm a beaucoup de chance d'avoir pu consacrer une grande partie de sa carrière à ce que je viens de décrire. Mais où allons-nous trouver 100, 500 Colm? Oh, je ne vois pas comment cela va se faire. Et je peux vous dire que lorsque nous avons développé le programme Kona Blue, il y a eu ces discussions. Où allons-nous exactement? Et comment allons-nous faire en sorte que toutes ces personnes se concentrent sur les nombreux domaines qui doivent être traités? Ce n'est donc pas... Nous avons ouvert la porte avec AAWSAP littéralement. C'est moi, Colm et le sénateur Reid qui avons commencé. Et ce que vous voyez aujourd'hui est dû à ce programme qui va de l'avant. Mais il y a toute une galaxie, il y a tout un univers de travail qui reste à faire. Oui, je vous remercie. Et l'une des... Je suppose, d'un point de vue personnel, l'une des choses qui m'ont intéressé concernant certaines des données issues de ASVAP et de NIDS est cette idée que les ovnis attirent notre attention, qu'ils se concentrent sur les humains. Donc, vous savez, toute cette obsession des médias sur l'étude des crashs d'ovnis et la tentative de rétro-ingénierie sur les technologies, à mon avis, passe à côté d'une des caractéristiques centrales du phénomène OVNI. Et c'est ce que les ovnis ciblent, les humains, ou que du moins, ils s'intéressent aux humains. On pourrait même supposer qu'ils s'intéressent à la conscience humaine pour quelque raison que ce soit, pour toute une série de raisons. Donc vous savez, ces derniers temps, je me suis beaucoup intéressé à l'évolution de la recherche sur la conscience humaine et à la façon dont elle peut s'intégrer dans le tableau d'ensemble du phénomène OVNI. Comment il interagit avec les humains?
Il y a actuellement une sorte de révolution dans la science conventionnelle qui commence à considérer la conscience de manière beaucoup plus sérieuse d'un point de vue scientifique. Alors qu'il y a 20 ans, le mot conscience n'était pas acceptable dans un dialogue entre scientifiques. Mais c'est en train de changer. Aujourd'hui, il existe plusieurs chercheurs du courant dominant, des professeurs d'université, qui commencent à s'intéresser au rôle central de la conscience. Et je crois que cet aspect peut apporter une fenêtre dans la façon dont nous aborderons les ovnis à l'avenir. Nous n'en sommes pas encore là, mais il pourrait s'agir d'une série de petits pas qui nous mettent sur la voie. Je suis tout à fait d'accord. J'ai écrit 2 livres sur le sujet, vous savez, pour faire le lien entre les ovnis et la Oh, conscience. vraiment? Et vous pouvez le voir ici, le titre du livre est OVNI et conscience. Existe-t-il une version anglaise de ces documents? Non, malheureusement pas, c'est en français. D'accord. Il faut que je trouve un bon traducteur. Je vais peut-être demander à Jean Librero de faire une traduction inversée, ou encore recourir à l'IA. Oui, je n'ai pas d'autres questions. Je voudrais vous remercier. Je sais que votre temps est précieux. Je suis très satisfait d'avoir fait cette interview avec vous, d'avoir pu présenter votre livre, qui est absolument remarquable. Nous allons maintenant diffuser votre interview sur le web. Nous avons encore un peu de travail, comme la traduction. Et je vous tiendrai au courant dès que cette interview sera mise en ligne. Je vais faire une petite introduction avec Nouria TV, que je remercie au passage. Et je pense bien qu'il y aura des milliers de vues, ce qui permettra de propager vos recherches et de faire connaître tous les efforts que vous avez pu entreprendre. Super. Ah bien, c'est une excellente nouvelle. Oui, oui. Merci beaucoup pour votre implication et votre intérêt. Je vois que vous êtes également un chercheur, c'est donc un plaisir de vous rencontrer. Je suis un experiencer, un chercheur et remote viewer. J'ai donc plusieurs casquettes. Bravo à vous. Merci Jim, merci beaucoup Colm. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci. Je vous souhaite également une bonne journée. Et merci à vous aussi. Merci Colm, merci beaucoup et au revoir. Nous voici arrivés à la fin de cette interview. J'espère que vous aurez pris plaisir, les Nuréens, à suivre cette émission. Avant de vous laisser, je voudrais dire une nouvelle fois un immense merci à Fabrice Bonvin pour cet entretien mené de main de maître et pour nous l'avoir proposé en diffusion et en accès libre sur Nurea TV. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de soirée. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, on garde les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao!